Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Je crois qu'il faut projeter la libération des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière. Et aussi, il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Angela Davis, l'icône du Black Power face au tumulte américain. Au tournant des années 1970, une figure marque au fer rouge l'histoire des États-Unis et incarne à elle seule les espoirs et les colères d'une génération. Angela Davis. Noire, intellectuelle, issue des cercles académiques et farouchement engagée, elle s'élève comme le symbole d'une résistance lucide. Son parcours se dessine pourtant en miroir négatif de celui de Charles Manson, qui hante la même Californie au même moment. Là où Charles Manson incarne la dérive destructrice et le chaos, Angela Davis représente la lutte organisée et la conscience politique. Ces deux trajectoires opposées racontent une même Amérique en plein basculement, convoquant les mêmes spectres: haine raciale, Black Panthers, paranoïa judiciaire et fracas du rock'n'roll. Angela Yvonne Davis naît le 26 janvier 1944 en Alabama, alors toujours sous le coup des lois de ségrégation raciale. 2 générations seulement la séparent de l'esclavage. Sa jeunesse est profondément impactée par ce racisme permanent. Ses parents, enseignants et engagés, lui transmettent une fibre révolutionnaire qu'elle va cultiver sans relâche. Son ascension intellectuelle est fulgurante. À 14 ans, elle est admise dans une école secondaire à New York. C'est là qu'elle débute concrètement son militantisme et se rapproche du socialisme et du communisme. À 18 ans, brillante, elle obtient une bourse pour l'université du Massachusetts. Elle y est l'une des 3 seules étudiantes noires. Elle se plonge dans la littérature et la philosophie, étudiant particulièrement l'œuvre de Jean-Paul Sartre. En 1963, elle voyage en France, à Biarritz, puis à Paris, avant de s'installer en Allemagne en 1965 pour poursuivre son cursus en philosophie. Lorsqu'elle rentre aux États-Unis en 1967, c'est pour participer au mouvement Black Power qui secoue violemment le pays. En 1968, titulaire d'un doctorat, elle enseigne à l'université de San Diego. Elle adhère au Che Lumumba Club, une section du Parti communiste américain réservée aux Noirs, et rejoint le Black Panther Party. C'est là qu'elle se heurte à une autre forme de violence, le sexisme. Désormais, racisme et sexisme seront ses 2 axes de lutte. Mais cette identité, femme, noire et communiste, dérange. Sous la pression du gouverneur de l'époque, Ronald Reagan, elle est renvoyée de l'université. Le 13 janvier 1970, un gardien blanc de la prison de Soledad, Opie J. Miller, abat 3 détenus noirs: Alvin Miller, Cleveland Edwards et W.L. Nolan, du haut de sa tourelle. Son acquittement pour légitime défense provoque une onde de choc. Le 16 janvier, un autre gardien, John V. Mills, est retrouvé mort. 3 détenus afro-américains, George Jackson, Flita Drumgo et John Clutchett, sont accusés de meurtre en représailles. On les appelle les Soledad Brothers, frères de Soledad. Angela Davis fonde immédiatement un comité de soutien. Elle noue avec George Jackson une relation fusionnelle, à la fois sentimentale et politique, dont témoigne leur correspondance, publiée en France en 1971 avec une introduction de Jean Genet. Le 7 août 1970, l'histoire bascule dans le sang au tribunal de Saint-Raphaël. Jonathan Jackson, le frère cadet de George, âgé de 17 ans, fait irruption armé lors du procès d'un autre détenu, James McClain. Il remet des armes à l'accusé, ainsi qu'aux 2 autres prisonniers présents, Russell McGee et William Christmas. Le groupe prend en otage le juge Harold Halley, le procureur Gary Thomas
et 3 jurés, Maria Elena Graham, Doris Whitmer et Joyce Rodoni. Jonathan exige la libération des frères de Soledad avant 12h30. Une fusillade éclate rapidement. Jonathan Jackson, James McClain, William A. Christmas et le juge Haley sont tués. Russell McGee, seul survivant, est condamné à perpétuité. L'enquête démontre qu'Angela Davis a acheté l'une des armes utilisées lors de cette prise d'otage quelques jours plus tôt. Accusée de complicité par le FBI, elle devient la femme la plus recherchée du pays. Après 2 mois de cavale, elle est arrêtée le 13 octobre 1970, vers 18h, dans la chambre 702, au 7e étage du Howard Johnson Motor Lodge, à Midtown Manhattan, à New York, en compagnie de David Rudolph Poindexter. Inculpée pour meurtre, kidnapping et conspiration, elle risque la peine de mort. 3 jours après l'arrestation, le 16 octobre 1970, une scène historique se déroule à l'hôtel Cecil à Paris. L'écrivain Jean Genet est invité par Rezvani pour l'émission de l'ORTF, L'invité du dimanche. Conscient des risques de censure, Genet demande à la réalisatrice suisse Carole Roussopoulos de filmer les coulisses. Tandis que l'équipe de l'ORTF, dirigée par Jean-Daniel Paulet, multiplie les prises techniques, la caméra légère de Roussopoulos capte la colère de Genet. Lors de la première prise, il livre une condamnation sans appel. Angela Davis est dans vos pattes. Tout est en place. Vos flics, qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 Noirs, vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu, ensuite les Chicanos, ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. L'émission sera, comme prévu, censurée. Le film de Roussopoulos, Genet parle d'Angela Davis, reste l'unique trace de ce cri. L'opinion internationale se mobilise aussitôt. John Lennon et Yoko Ono écrivent Angela, suivi par les Rolling Stones, Sweet Black Angel. En France, Jacques Prévert lui dédie un poème. À Paris, un cortège de 100 000 personnes exige sa libération. Aragon et Sartre en tête. Sous la pression et par manque de preuves, elle est finalement acquittée en juin 1972. Pour George Jackson, le destin est plus sombre. Le 21 août 1971, après 12 ans de prison pour une complicité de vol de $70, il est tué à San Quentin lors d'une prétendue tentative d'évasion, 3 jours avant son jugement. Par une étrange dualité, entre 1971 et 1972, Bobby Beausoleil, disciple de Charles Manson et membre de l'Aryan Brotherhood, et George Jackson, Black Panther, sont enfermés dans la même enceinte de San Quentin. Tout les oppose, pourtant ils habitent le même enfer. Le tournant des années 1970 marque la fin des utopies. L'esprit de non-violence est balayé par les crimes de Charles Manson et le désastre du festival Altamont. La guerre du Vietnam divise et la violence infuse la culture et la musique. 1969 voit l'émergence du rock garage, du hard rock et du heavy metal. Détroit, jadis temple de la soul, avec Motown, devient Detroit Rock City, avec les Stooges, Grand Funk Railroad, Alice Cooper ou MC5. Au même moment, Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple déferlent sur les États-Unis. Aujourd'hui, alors qu'Angela Davis enseigne toujours en Californie et milite pour une lutte intersectionnelle, son parcours nous rappelle que la musique et la parole furent les armes les plus puissantes face au tumulte du monde. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?